Vous restez avec nous, on va maintenant accueillir l'un des philosophes les plus présents dans le débat public. Il publie un nouvel opus de son journal hédoniste chez Robert Laffont. Michel Onfray s'exprime sur tout, sur sa vie personnelle comme sur l'actualité. Et pour cela, vous allez le voir, il a un outil, une web TV, michelonfray.com. Le professeur Onfray a toujours quelque chose à dire. Morceau choisi par Clément Méric. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Onfray a toujours quelque chose à dire. Sur sa web TV, le professeur Onfray aborde tous les sujets, Spinoza, Nietzsche ou Napoléon, mais il intervient aussi là où on ne l'attend pas. Je comprends très bien qu'un naturiste puisse être nu dans la nature, mais un nudisme dans une configuration de civilisation, j'ai envie d'aller dans mon supermarché à poil, j'ai envie d'aller à la messe le dimanche à poil, j'ai du mal à saisir ce qui fait le contenu, je dirais, métaphysique, voire ontologique, si on veut utiliser les grands mots. Mais c'est surtout l'actualité qui nourrit la réflexion du philosophe. Que pense-t-il du voile islamique, lui demande un internaute. Moi, j'ai jamais pensé que le voile était un problème. C'est pas ce qu'on a sur la tête qui est un problème, c'est ce qu'on a dans la tête. Donc il y a des façons diverses et multiples de porter le voile. C'est pas le voile quand on essentialise en disant il faut être pour ou il faut être contre. Je pense que c'est allé un peu rapidement. Même chose sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. L'absence de père n'est jamais une chose simple. Et cette idée d'une difficulté à fabriquer des identités pour des enfants, des identités qui soient stables pour le coup, m'inquiète. Les médias s'emballent pour Greta Thunberg, pas lui. Cette jeune fille arbore un visage de cyborg qui ignore l'émotion, ni sourire, ni rire, ni étonnement, ni stupéfaction, ni peine, ni joie. Elle fait songer à ces poupées en silicone qui annoncent la fin de l'humain et l'avènement du post-humain. Ce règne des enfants rois est celui de l'intolérance à la frustration et du mépris des adultes, alors que ces êtres en cours de fabrication se contentent de débiter des discours d'adultes, du moins de certains adultes, ceux de l'avant-garde éclairée de la métamorphose la plus récente du capitalisme, l'écologisme. Michel Onfray aime philosopher à contre-courant. Au décès de Jacques Chirac, il rappelle la face cachée de l'ancien chef d'État. Il juge Éric Zemmour victime d'un délit de sale gueule quand une enquête est ouverte pour incitation à la haine. Michel Onfray pratique la philosophie comme un sport de combat. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de ce livre, Le temps de l'étoile polaire, chez Robert Laffont. C'est donc le dernier volume de votre journal hédoniste. On retrouve un peu tous vos totems dans votre panthéon. Il y a Nietzsche, il y a Camus, il y a Beauvoir, pas forcément Sartre. Puis vous parlez aussi énormément de choses, de Proudhon, de la question de l'homme et de l'animal. Mais quand même, vous êtes extrêmement présent, on l'a vu dans le sujet, sur tous les sujets d'actualité. C'est comme ça que vous concevez le rôle du philosophe. Au fond, il doit produire comme ça, dans l'immédiateté, sur tout ce qui fait l'actualité. Ça dépend des conceptions de la philosophie. Il y a des philosophes en chambre, il y a des philosophes universitaires, il y a des philosophes qui travaillent sur un sujet toute leur vie, il y a des philosophes qui sont payés par l'État, il y a des philosophes qui cherchent pas forcément pour trouver, mais qui sont payés pour chercher. Mais vous, quand on va sur votre page web, c'est impressionnant, c'est foisonnant. Oui, mais c'est sidérant, parce que quand vous prenez les chaînes d'information continue, vous avez des gens qui sont des éditorialistes, là, qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes et qui ont un avis sur tout, et on leur demande jamais pourquoi. Ils s'expriment sur tout, on ne demande jamais à machin, bidule, un tel autre. Pourquoi on les voit tous les jours dans un journal, dans un quotidien, dans un hebdo, à la télévision. Et donc vous êtes plus légitime au fond que les autres. Plus, pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher je me pose la question. Non, vous faites une réponse que je ne fais pas. Je vous pose la question. Je dis autant. Je vois très bien. Pourquoi un philosophe qui travaille sur la cité... c'est pas un reproche, c'est juste pour comprendre. Mon explication serait moins légitime que je ne sais qui, on peut vous donner plein de noms, mais je veux dire, je ne sais qui venant parler de je ne sais quoi. Je ne suis pas contre le fait que les gens parlent de sujets et qu'on les invite pour ça, mais permettez aux philosophes d'avoir quelques avis sur quelques sujets. Ce Brexit, cet interminable feuilleton dont on a très bien compris avec Jean-Luc Bourlange que voilà, il pouvait y avoir un rejet de l'accord, etc. Ça vous semble quoi, une folie de sortir comme ça les Britanniques? Il me semble une folie, c'est de ne pas écouter ce que le peuple choisit et décide. Il y a eu un vote derrière le Brexit, c'est pas un coup d'État d'une poignée de gens, une minorité de Britanniques qui auraient pu choisir. 38% des inscrits seulement. Pardon ? Ah oui, mais quand il s'agit des élections, mais c'est la démocratie. Mais si quand il s'agit d'Emmanuel Macron, vous ne donnez jamais les chiffres en expliquant qu'il a été élu comme ceci. Oui, d'accord. Mais vous souhaitez qu'enfin on puisse sortir. On est dans le temple des élections. Et que la volonté populaire soit respectée. Moi, je suis gaullien, c'est-à-dire que j'estime effectivement que où on fait référence au référendum, où on n'y fait pas référence. Si on fait pas de référendum, ça fait 15 ans, je crois, qu'on n'a pas fait de référendum. Le dernier référendum qui a été fait, on a dit au peuple, vous avez mal voté, on jette votre référendum à la poubelle. Ça fait des années qu'on est en train de dire.
pas des années, des mois. Donc. Non, mais c'est pas vrai qu'on a jeté le vote des Français en 2005. Ça, je peux vous le démontrer. Oui, vous pouvez le démontrer. Tout le monde le démontre. Mais même Giscard d'Estaing. Je suis minoritaire. Non, mais Giscard d'Estaing a dit dans Le Point, c'est quand même quelqu'un que vous connaissez et que vous admirez. Il nous a fait savoir effectivement que le traité de Lisbonne, c'était exactement la même chose que ce traité qui avait été... il a dit, c'est le seul qui dit le contraire. Oui, mais alors dans ces cas-là, le traité. Si vous voulez qu'on discute de cela, c'est très intéressant parce que ça pose le problème. Je comprends très bien votre point sur le peuple. Sur le respect de la volonté populaire. C'est-à-dire que voulaient les gens qui votaient non. Mais c'est pas votre problème, ils ont voté non. Vous avez expliqué tout à l'heure, c'était oui, non, peut-être. Non. C'était formidable votre démonstration. Un référendum, c'est oui ou non. C'était sur les scénarios. Je parle ou non? Allez-y, Jean-Loup Bourlanges. C'est très bien que vous puissiez dialoguer. C'est fait pour ça. Les gens qui votaient non en 2005, c'est très clair. Le Brexit. Ils ont comment? Le Brexit. Ah non, justement. Oui, au Brexit. Vous avez tout à fait. Votre lapsus est très significatif. Ils ne voulaient pas le Frexit. Ils ne voulaient pas le Frexit. Ils ont dit, ils n'en voulaient pas. D'un bout à l'autre, ils ont dit, on veut une autre Europe, on ne veut pas celle-là. Or, cette autre Europe, elle n'existait pas. Ils étaient dans la situation, justement, s'ils avaient dit qu'ils voulaient le Frexit, le oui l'aurait emporté. Le Frexit, le départ de la France. La sortie de l'Union. Le Frexit, la sortie de la France en 2005. Ils ne voulaient pas le Frexit. Ils voulaient la remise en cause du traité de Rome. Car je comprends très bien, moi je défends pas du tout, je comprends très bien les positions démocratiques des uns et des autres. Mais je crois qu'il y a une erreur de raisonnement. Mais pas du tout. Non, ils voulaient la dénonciation du traité... Non mais laissez-moi finir s'il vous plaît. Ils voulaient la dénonciation du traité de Rome et du traité de Maastricht. Or ça n'était pas possible. La seule alternative réelle, c'était de partir si on ne voulait pas le traité. Et là, ils ont dit non. Nous ne voulons pas partir, nous ne partirons pas. Dès lors, c'était impossible de répondre à leur demande, sauf sur un point précis, qui était de refuser ce qui a été fait, la Constitution, la référence à la Constitution, ce qui a été fait. Vous, la question du Frexit, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus, puis ensuite on avance. Je ne me calme pas. Il est passionné, Jean-Louis Bourlanges. Je ne me calme pas du tout. Je ne me calme pas. Non, mais on ne peut pas s'entendre si vous me dites que Giscard n'a pas dit ce qu'il a dit. Non, mais je suis désolé. Giscard a dit ça ou pas. Je vous parle d'autre chose. Non, mais simplement, c'est intéressant de vous entendre. Je vous dis que les gens ne voulaient pas le Frexit, c'est tout. Le problème, vous pouvez contourner la réalité. Vous savez très bien que je pose un problème réel que vous refusez de voir. Les partisans du non ne voulaient pas partir de l'Union européenne. À partir du moment où ils s'étaient mis dans une situation impossible, on ne pouvait pas traiter cette demande. La demande logique aurait été de faire comme les Anglais, de dire on part. Ça, c'était cohérent. On vous a bien entendu. On a bien compris. J'ai fini. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai regardé sur votre page. C'est votre colère. C'est ma colère parce que ça fait 10 ans qu'on nous accuse de ne pas avoir été démocrate alors que nous l'avons été. 25 ans que vous êtes au pouvoir, donc acceptez. Non, pas moi. Alors ça, vos idées. Non, mes idées, pas du tout. Pas du tout. Je suis dans l'opposition depuis 85. Allez, on s'écoute, s'il vous plaît. C'est dommage parce qu'on a pas mal de sujets à aborder. Renseignez-vous. Non, mais c'est intéressant. Renseignez-vous au lieu de dire des choses fausses. C'est faux, vous mentez. Sur la question européenne, je ne mens pas. Mais Giscard d'Estaing dit ce texte, c'est exactement le même. Le peuple ne l'a pas voulu par référendum, il l'aura par le Congrès. C'est tout ce que je dis. Giscard n'a pas dit ça. Alors là, mais d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Ça n'est pas le problème. J'aurais bien aimé changer de sujet. Moi, je ne le pense pas, c'est tout. Mais votre colère est sidérante. Non, mais non, c'est vous. On va pas continuer. Votre sens de l'esquive est bien connu. Vous êtes très fort, monsieur Onfray. Je vous écoute avec admiration constamment. Mais votre science de l'esquive est d'une grande malhonnêteté intellectuelle. Alors peut-être qu'on va vous réconcilier sur autre chose, un autre sujet. Vous répondez sur autre chose. La personne ne vous écoute. S'il vous plaît, messieurs. Vous dites de Giscard qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Je ne mens pas, c'est tout. Il me traite de menteur. Ah oui, parce que vous l'êtes. Non, en quoi suis-je menteur? Je viens de vous lire, mais vous ne m'écoutez pas. Vous êtes là dans l'invective. Je m'en fiche de Giscard, ça n'est pas de ça qu'on parle. Plus personne ne peut vous entendre. Mais vous en avez des intérêts à défendre. Moi, je vous traite pas de menteur. Je vous dis que vous esquivez le réel. Alors écoutez, c'est bien ça, on va passer à un autre sujet. Non, mais c'est... S'il vous plaît. On a très bien, on a essayé de comprendre. De toute façon, si vous hurlez tous les deux, personne ne peut saisir le moindre mot de ce qui se dit sur ce plateau. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet d'actualité.